Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode des Rendez-vous de l'opinion, dans lequel on va parler de la crise diplomatique entre le Maroc et l'Algérie. Depuis les années 80, jamais les deux pays ont été aussi proches de la confrontation directe. Nous avons invité M. Hicham Abboud, écrivain et journaliste algérien, pour nous donner sa lecture de la situation actuelle. M. Abboud, marhaba bik. Merci de m'avoir invité pour m'adresser à votre lectorat et à tous les téléspectateurs maghrébins, puisque cette vidéo va être aussi diffusée sur la Abboud TV, pour vous faire connaître un petit peu mon opinion pour tout le monde, pour tous les Algériens et les Marocains. Monsieur Hicham Abboud, notre première question, sommes-nous au bord d'une guerre entre le Maroc et l'Algérie? Avant de répondre à la question, permettez-moi de dire qu'entre l'Algérie et le Maroc, il n'y a aucun conflit, il n'y a aucun problème. Cependant, il y a un problème entre une bande de voyous, et je pèse bien mes mots, une bande de voyous hors la loi qui s'est imposée à la volonté des Algériens, s'est imposée par la répression, par le sang, par le feu, et qui a pillé les richesses de l'Algérie, qui a volé les biens des Algériens, et qui a volé aussi la révolte des Algériens du 22 février 2019. Je dis bande de voyous, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne se soumettent à aucune loi. Par conséquent, ils font à leur tête, ils font les va-t-en-guerre, ils font ce qu'ils veulent sans que le peuple algérien ne les a élus. Ils n'ont jamais élu ces gens, n'ont jamais cautionné leur gouvernance. Ils se sont imposés aux Algériens et aujourd'hui, ils sont belliqueux, ils font que ce soit avec le Maroc, avec la France, avec l'Afrique, avec le monde arabe. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Algérie se trouve, par la faute de cette bande, se trouve isolée. Et quand je dis bande, ce n'est pas moi qui ai inventé le mot, c'est Feu Gaïd Salah, l'ancien chef d'état-major de l'armée, qui a désigné Tebboune à la tête de l'État algérien, ce qui reste de l'État algérien, parce qu'ils ont détruit l'État algérien, ces gens-là. Et c'est lui qui a désigné tout ce beau monde de bandes, Issaba, il appelait ça Issaba. Et quand on dit voyou aussi, le seul pays au monde qui compte 2 ex-premiers ministres, tout un gouvernement en prison, des chefs d'entreprise, des opérateurs économiques, des hauts responsables, et plus d'une trentaine de généraux, majors et généraux et colonels en prison pour corruption, enrichissement illicite, dilapidation de deniers publics. Et ce n'est pas moi qui les accuse, c'est eux qui les accusent. Voilà. Donc, cette parenthèse fermée, parce que je ne voudrais pas qu'on parle d'un faux problème. Il n'y a pas de problème entre l'Algérie et le Maroc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, il est entre le Maroc et une bande de voyous qui s'est imposée à la tête de l'État algérien par la répression, par la force. Le peuple algérien ne suit jamais cette bande de voyous, à part leurs larbins et leurs sbires. Ça, c'est normal, il y a toujours ce genre de personnes, ça existe. Donc, cette bande dont vous parlez, peut-elle provoquer un affrontement armé direct entre les deux pays? Alors, pas plus tard qu'aujourd'hui, je lisais un rapport du département d'État américain qui exclut toute guerre entre l'Algérie et le Maroc. Parce qu'une guerre n'est pas le fait d'un pays ou de 2 pays belligérants, quel que soit le problème qui se trouve entre eux. D'autant plus que Alger fait cavalier seul dans cette belligérance, dans ses menées hostiles au Maroc, fait cavalier seul et n'a la caution d'aucune puissance, pas même de la Russie, qui est son allié stratégique et historique. Pour les Américains et pour l'Union européenne, l'Algérie des voyous, de ces voyous-là, pas notre Algérie à nous. L'Algérie de ces voyous, c'est un élément perturbateur et déstabilisateur dans la région. Donc, parler d'une guerre, d'une confrontation armée entre l'Algérie et le Maroc, c'est exclu pour 2 raisons.
la communauté internationale, les grandes puissances, les États-Unis, l'Union européenne font tout pour empêcher cette guerre. Et il ne peut pas y avoir de guerre d'une seule part, sinon il va y avoir agression. Il va y avoir agression. Un. La deuxième raison, le commandement militaire de l'armée algérienne n'a pas confiance en l'armée algérienne. Parce qu'il est complètement détaché de cette armée. Et pour preuve, chaque fois qu'un officier supérieur est mis à la retraite, il est envoyé directement en prison sous une fallacieuse accusation d'enrichissement illicite, de corruption, etc. Dernier en date, le général-major Qaïdi Mohamed, qui était pratiquement hors de toute accusation et se retrouve aujourd'hui accusé de détournement, d'enrichissement illicite, etc. Et donc il a déjà un pied en prison s'il ne l'est pas déjà. Donc, suite aux actions hostiles de cette bande, devrons-nous s'attendre à un affrontement armé entre les deux pays? Encore une fois, ce n'est pas l'Algérie. C'est cette bande qui gouverne. Pourquoi elle cherche à provoquer, à allumer le feu d'une guerre? D'ailleurs, elle est incapable de faire la guerre. Elle cherche à faire diversion. Elle cherche à faire diversion. Pourquoi diversion? Parce que d'abord, à l'intérieur, en Algérie, il y a une grave crise socio-économique. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, les gens ne sont pas ignares. Il y a une grave crise socio-économique. Donc, une explosion sociale est attendue d'un jour à un autre. Ils ont la phobie du Hirak. Le Hirak qui a fait tomber une partie de la bande de voyous qui étaient au pouvoir et qui est aujourd'hui en prison, et d'autres qui ont échappé. L'autre partie, qui est aujourd'hui au pouvoir, et qui est composée d'anciens sbires, d'anciens larbins, de ceux qui sont aujourd'hui en prison. Moi, quand je vois l'image d'un Abdelmajid Tebboune, que j'appelle Cherchaboun, ramper dans une zawiya, devant un cheikh zawiya, sur ordre de Bouteflika, j'ai mal au cœur de voir cet homme à la tête de l'Algérie. L'Algérie de Ben Mehdi, de Ben Boulaïd, de Abban Ramdan, d'un million de martyrs, ne mérite pas d'avoir un homme de cette espèce-là, qui rampait, je dis bien rampait, il marchait à quatre pattes devant un chef de zawiya, un cheikh de zawiya, ça je ne peux pas l'admettre. Donc, cette diversion qu'il cherche à faire, c'est pour détourner l'opinion publique algérienne. Et deuxièmement, c'est pour essayer de se rallier à cette opinion algérienne. Mais les Algériens ne sont pas dupes. Ils pensent que les Algériens vont les suivre parce qu'ils ne connaissent pas les Algériens. Les Algériens ne sont pas dupes. Les Algériens ne croient nullement en leur thèse de belligérance avec le Maroc. N'oubliez pas qu'ils ont besoin donc d'un ennemi extérieur, ils ont aussi besoin d'un ennemi à l'intérieur. Ils ont besoin du terrorisme pour survivre. Donc, on colle l'étiquette de terroriste d'abord à des individus, y compris moi-même, le 23 mars 2021, le procureur de la République du tribunal de Bir Mourad Raïs me cite dans une organisation terroriste composée de Amir DZ, qui est aussi un blogueur qui fait voir de toutes les couleurs à cette monde, Abdou Samar, un journaliste également qui ne plaît pas au pouvoir en place. Il y a aussi comme terroriste Mohamed Abdallah, un ancien gendarme qui est aujourd'hui en prison en Algérie. Donc, ils ont créé une organisation terroriste menée par un ancien terroriste du fils, Mohamed Mansouri ou je ne sais quoi. Mais je dis, si je veux faire du terrorisme, je ne vais pas suivre un ancien terroriste repenti. Donc, ils ont besoin de terrorisme. Tout comme ils ont accusé le MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, de terrorisme. Le MAC est dirigé par un homme, un intellectuel, diplômé en sciences politiques, écrivain, essayiste, chanteur, compositeur. Un artiste ne peut jamais penser faire du terrorisme.
Ils ont également accusé une autre organisation, Rachad, qui est basée en Suisse. Ils l'accusent ils la classent comme étant terroriste. Pourquoi? Parce que cette bande, qui elle-même incarne le terrorisme et elle incarne la hugra au président algérien, le mépris. Donc ils ont besoin de terrorisme parce que eux, ce sont des terroristes. Ils accusent les autres de terrorisme, ils accusent les autres de main de l'étranger. Or, eux-mêmes, ils sont la main de l'étranger. Voilà pourquoi ils ont besoin d'un ennemi pour faire diversion. On a le Maroc, on a le MAC, on a le Rachad, on a aussi des individus comme Hicham Aboud, comme Abdou Sammar, comme Amir Dezed. C'est des terroristes, il faut leur mener la guerre. Ils ont envoyé, me concernant, ils ont fait 10 mandats d'arrêt internationaux. 10 mandats qui ont été tous rejetés par Interpol. Aujourd'hui, Interpol rejette systématiquement tout mandat d'arrêt international émanant de l'Algérie. Outre les éléments que vous avez évoqués, il y a également des défis internes et externes. Il s'agit notamment de l'inflation, la tension sociale, la pénurie, et puis des menaces terroristes en provenance du Sahel, auxquelles est confronté Alger. Alors, ce régime des généraux peut-il supporter une confrontation armée avec un autre pays? Écoutez, quand on parle d'une bande de voyous, il faut dire que cette bande est sans foi ni loi. Et elle ment comme elle respire. D'ailleurs, c'est connu pour Tebboune, c'est un menteur. Les Algériens, tous les Algériens savent très bien, ils appellent Tebboune Kdaboun, hein, Cherchaboun. Donc, il ment comme il respire, cet homme. C'est tout le régime qui a bâti sa politique sur le mensonge, sur la perversion, sur la manipulation maladroite. Ils ne savent même pas manipuler. Ils manipulent très maladroitement. Et cette précipitation de Tebboune à accuser le Maroc n'est pas la première du genre. Il a été à plusieurs reprises accusé le Maroc quand il dit « Nous avons toutes les preuves des hostilités marocaines en direction de l'Algérie. Nous avons toutes les preuves des agressions quotidiennes du Maroc contre l'Algérie. » Il ne les a jamais montrées. Donc là, quand il parle aussi de l'accident des 3 camions bombardés dans la zone sahraoui-mauritanienne, sur la frontière sahraoui-mauritanienne, première question que je pose. Pourquoi tout de suite on s'attaque au Maroc? À supposer que ce sont les Marocains, et on va dans le sens de l'accusation algérienne. C'est les Marocains qui ont bombardé ces camions algériens. Où? Au Sahara occidental et en Mauritanie. Pourquoi les Mauritaniens et les Sahraouis n'ont rien dit? Les Mauritaniens ont démenti officiellement toute action s'étant produite sur leur territoire. Les Sahraouis n'ont pas pipé mot. N'ont pas pipé. Normalement, on doit s'en prendre aux Sahraouis, puisque ce territoire est sous leur protection. Il est sous leur souveraineté, puisqu'il y a une souveraineté sahraoui sur ce territoire. Alors, comment ces gens ont-ils laissé des Algériens se faire attaquer, hein? Comment ont-ils permis à ces camions de pénétrer une zone militarisée? Une zone où quotidiennement les Sahraouis annoncent avoir mené des attaques contre l'armée royale marocaine, contre les forces armées royales, et chaque jour que Dieu fait, cette armée marocaine prend une raclée de la part du Polisario. Alors pourquoi vous laissez des Algériens innocents traverser cette zone? C'est le grand point d'interrogation. Donc, maintenant, si vraiment il y avait, et le pouvoir algérien avait ou détient des preuves que ce sont les Marocains qui ont tué ces Algériens. S'il ne réagit pas, donc c'est un pouvoir qui n'a pas raison d'exister. Ils doivent démissionner parce que dans un acte hostile pareil, on doit ou répliquer comme cela a été à Amgala en 1976. Je rappelle qu'à Amgala 1976, premier épisode, les Marocains encerclent une compagnie algérienne armée d'armes organiques, hein, des Simonov, des Kalachnikov.
Ils emprisonnent environ 105 personnes ou 110, et d'autres sont morts parce qu'une compagnie compte 140 bonhommes. L'Algérie n'avait pas pleurniché. L'Algérie n'avait pas diffusé de communiqué disant qu'une compagnie de l'armée algérienne a été prise. Rien. 15 jours après, un bataillon venu des forces spéciales de Biskra, il fait une descente sur un bataillon marocain, il le décime et il prend le double des prisonniers. C'est ça quand on veut appliquer la loi du talion. On ne pleure pas. Un. La deuxième, si maintenant vous n'avez pas les capacités de répliquer, déposez une plainte officielle auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. N'envoie pas une lettre à l'ONU pour te plaindre comme une... c'est pas moi que... Comment vais-je... comme une veuve qui vient de perdre ses enfants. C'est aussi dire que le régime algérien n'a pas de preuves quant à la présumée attaque. Écoutez, quand ils ont écrit à l'ONU, à l'Union africaine, à la Ligue arabe, à toutes les instances internationales, ils se sont contentés d'envoyer une simple lettre. Normalement, ils devaient fournir les preuves qu'ils ont, et ils doivent les fournir au Conseil de sécurité en demandant des sanctions contre le Maroc. Tu me tues des enfants, je ne me limite pas à pleurnicher, à chialer et à envoyer une lettre pour dénoncer. Non, je demande des sanctions. Et si l'Algérie, le pouvoir en place, détient des preuves, il n'a qu'à les présenter à l'ONU et à demander des sanctions. S'il ne le fait pas, c'est irresponsable. D'ailleurs, ce sont des gens irresponsables. C'est pour ça que je les qualifie de voyous, parce que s'ils étaient responsables, s'ils étaient des hommes d'État à la tête de l'État algérien, ils auraient réagi autrement. D'ailleurs, l'histoire de l'accusation, lors de la réunion avec les diplomates algériens, consuls, ambassadeurs, etc., qui se déroule encore, nous sommes le 9 novembre, dans la c'est ouverte le 8, Tebboune n'en a pas soufflé un seul mot sur le sujet. Ça, il a oublié le sujet. Ce qui est, pour un chef d'État, il n'est pas, mais s'il se croit chef d'État, c'est impardonnable. On n'oublie pas vite la mort d'hommes. Mais je dois rappeler aussi que pour les 3 hommes que la bande de voyous était en train de pleurnicher, on rappelle que des centaines d'Algériens meurent régulièrement dans les eaux méditerranéennes en fuyant l'enfer algérien, alors que l'Algérie est un paradis qui a été transformé en enfer par ces voyous. Alors, le scénario de guerre étant improbable, selon vous et nombre d'observateurs, quelle serait la suite des provocations d'Alger à l'égard du Maroc? On pose cette question à des gens qui ont une stratégie, qui ont une vision. Les voyous d'Alger n'ont ni stratégie ni vision. Ils n'ont ni stratégie ni vision. Parce que s'ils avaient une stratégie, bon, où est-ce qu'ils vont? Ils doivent savoir où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont aller. Et c'est pour cette raison qu'ils naviguent à vue sans savoir ce qu'ils vont faire après cette histoire de camion, après cette histoire de gaz, après cette histoire d'accusation de l'assassinat de Jamal Ben Ismaïl. On a associé le Maroc à la mort d'un homme qui a été brûlé vif au vu de tout le monde. Et tout de suite, on dit c'est Israël, le Maroc, le MAC qui ont assassiné. Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de vision. Ils disent du n'importe quoi et à leur âge, ils continuent à mentir. On ne peut pas mentir quand on est État. Un État ne doit pas mentir. Et c'est pour cette raison qu'aucun pays dans le monde n'a suivi la bande de voyous dans ses accusations contre le MAC, contre Rached, de terrorisme, n'a jamais cru en leur histoire. Même quand ils ont écrit à la Ligue arabe n'a pas répondu. Concernant l'incident de Bir Lahlou. Même quand ils ont écrit à l'ONU, de toute façon, bon, il va y avoir une enquête.
Et je crains fort que les résultats de l'enquête vont encore constituer une gifle pour l'Algérie à travers cette bande de voyous. C'est que l'Algérie se trouve humiliée quotidiennement à cause de ces voyous. Et c'est pour ça que je les appelle voyous, que je les dénonce régulièrement. C'est par amour à mon Algérie à moi, à notre Algérie, pas à l'Algérie de Cherchaboun et du général Droupi, hein, ce vieillard qui refuse de lâcher prise, qui est toujours accroché à son fauteuil. Et aujourd'hui, l'Algérie est otage de l'orgueil de ce bonhomme. D'autant pour réagir sur le point que vous avez abordé concernant l'incident des camionneurs. Alors, selon la Minorso, la zone en question où se sont déroulés ces événements a depuis toujours été revendiquée par le Maroc. L'Algérie a-t-elle la légitimité de réagir sur cet incident? Écoutez, l'Algérie, en tant que pays victime, c'est-à-dire ses citoyens ont été victimes d'une attaque, quelle qu'elle soit, que ce soit par drone, que ce soit par obus, que ce soit je ne sais quoi, en tout cas, il y a mort d'hommes. Il y a des Algériens qui sont morts. La vie d'un Algérien a une valeur. Ça vaut de l'or, ça vaut ce que ça vaut. La vie d'un Algérien, c'est pas un chat qui est... Bon, parce que pour les Algériens, pour le pouvoir en Algérie, pour la bande de voyous, ils s'en fichent éperdument. Mais nous, Algériens, nous accordons de l'importance à nos morts, à nos vies. Maintenant, l'Algérie est en droit de réclamer vérité et justice concernant la mort de... Malheureusement, il n'y a pas de représentant de l'Algérie pour réclamer cette vérité et cette justice, pour la rendre à ses victimes. Il faut rendre justice à ces victimes. Qui les a poussés à être dans une zone militarisée? Aujourd'hui, même ces gens morts sont l'objet de doutes. Pourquoi? Parce que le peuple algérien doute de tout ce qui vient du pouvoir en place. Le peuple algérien ne croit plus en ces menteurs. Cependant, les Sahraouis et les Mauritaniens, puisque ça s'est passé sur leurs frontières, sont appelés à se prononcer. Et une enquête internationale doit englober Marocains, Algériens, Sahraouis et Mauritaniens. Toutefois, l'incident a eu lieu dans une zone tampon qui est revendiquée par le Maroc depuis des années. Donc, que faisaient ces camions dans une zone de tension militaire? D'abord, il y a un poste frontalier, Moustapha Ben Boulaïd, entre l'Algérie et la Mauritanie. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi ces gens, Allah yarhamhum, n'ont pas été par ce poste frontalier? Maintenant, certains vous disent qu'ils voulaient prendre un raccourci. On ne prend pas un raccourci au péril de sa vie. On veut gagner quelques heures, on perd toute sa vie. Il m'est arrivé de traverser des zones de guerre. Il m'est arrivé de le faire au Liban, où je me rendais un certain temps. Il m'arrivait d'être à une dizaine de kilomètres de Beyrouth. C'était la guerre civile. Alors, je suis à une dizaine de kilomètres de Beyrouth et on m'annonce qu'il y a accrochage sur la route. Alors je demande au chauffeur de faire un détour de 70 km pour rentrer à Beyrouth et éviter cette zone d'accrochage. Donc on ne s'aventure pas comme ça. Oui, parce qu'il me reste encore quelques... Non, non, non. Alors la question, c'est pourquoi ces gens ont été dans une zone de guerre, une zone militarisée, et qui leur a permis de passer. Alors, s'il y a une armée algérienne, il y a des compagnies de garde frontières algériennes. Ils ne devaient pas les autoriser à passer. Et puis, ils venaient du territoire algérien, de Ouargla. Ils pouvaient aller jusqu'à la Mauritanie par la voie la plus normale. Il n'y a qu'une enquête objective, internationale, avec des experts qui pourraient livrer tous les secrets de cette affaire. Sinon, on va faire dans les accusations inutiles, ça ne mène à rien, et ce n'est pas ça qui va ressusciter ces hommes. Le problème, c'est que les défunts camionneurs, Allah yarhamhum, ont été enterrés lundi dernier à la va-vite, alors qu'ils devaient être
scientifiquement questionné par la médecine légale dans le cadre d'une enquête internationale et indépendante. Alors, quelle est votre lecture de cette précipitation algérienne? Oui, je l'ai dit, c'est-à-dire que le pouvoir algérien, la bande qui gouverne l'Algérie, fait de sorte qu'elle saute sur toutes les étapes. Elle ne reconnaît pas les lois, elle ne tient pas compte de la loi, parce qu'ils ne connaissent pas les lois. Avant qu'ils ne soient inhumés, ces gens devaient passer par la médecine légale. Le pouvoir algérien devait demander instantanément, dès que le corps, avant que le corps ne soit rapatrié, il devait demander une expertise de la médecine légale par des médecins étrangers. Il devait demander à l'ONU de désigner des médecins étrangers, des médecins. Ça, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, mais c'est un pouvoir qui ne connaît rien aux lois, qui est au-dessus des lois, c'est un pouvoir de hors la loi. C'est ça les voyous. En plus de la main tendue de la plus haute autorité du royaume, en la personne de Sa Majesté le Roi, que pourrait faire le Maroc pour ramener le régime algérien à la raison? Non, écoutez, le Maroc se trompe lourdement. Le Maroc se trompe lourdement parce qu'il ne connaît pas la réalité des gens qui sont à la tête de l'Algérie. Et tous ceux qui refusent de croire qu'il s'agit de voyous qui sont à la tête de l'État algérien vont le regretter plus tard. Oui, ils vont le regretter. Le Maroc risque de subir une agression, de subir n'importe quoi. Déjà, actuellement, que fait le régime d'Alger? Allez, on ferme les frontières. Qui en pâtit? C'est pas le roi, c'est pas Chercheboun d'Alger, ni Chengria. C'est ce petit peuple algérien, ce petit peuple marocain, c'est ces familles déchirées. On ferme l'espace aérien. Qui en pâtit? C'est pas le roi, c'est pas le Chercheboun d'Alger. C'est cette communauté algérienne qui vit au Maroc et qui ne peut plus se déplacer pour aller rendre visite, voir sa maman, voir son papa, voir son frère, sa sœur. Et idem, on ne pense pas aux Marocains. Allez, on ne pense pas aux Marocains, c'est leur problème. Je pense aux Algériens qui vivent au Maroc. Je pense à cet Algérien qui vit à Oujda et qui autrefois acceptait de se rendre jusqu'à Casablanca, faire 700 km, prendre l'avion, aller jusqu'à Oran. Puis d'Oran, il prend la route pour aller à Mrnia, alors qu'il y a à peine quelques kilomètres entre Oujda et Mrnia. Aujourd'hui, il est incapable de le faire parce qu'il n'y a plus d'avion. Tout ce qu'il peut faire, c'est aller jusqu'à Casablanca, prendre un avion tunisien, pas autre que tunisien, aller en Tunisie, et puis de la Tunisie, aller jusqu'à Alger, et d'Alger. Qui souffre de ces choses-là? C'est la pire des tortures qu'on puisse faire subir à un Algérien. Qui fait ça? Ces voyous d'Alger. Et le Maroc est en train de réfléchir comment amener à la raison des voyous. Un voyou, on ne l'amène jamais à la raison. Le Maroc, malgré les accusations d'Alger, qu'il aide le MAC, qu'il aide le Rachid, qu'il aide les opposants, qu'il finance, ceci, alors que le Maroc n'a pas aidé, ne serait-ce que moralement, l'opposition algérienne, les mouvements, le mouvement de termination kabyle. Il n'a aidé personne. Il n'a aidé personne, ne serait-ce que moralement. Et il attend à ce que les voyous soient amenés à la raison. C'est-à-dire que pour aider le peuple algérien à se libérer de cette junte de voyous, non, il refuse de le faire. Et ça, c'est pas que moi j'appelle le Maroc à aider. Parce que normalement, les intérêts des Algériens et des Marocains sont communs. Ils sont communs. On parle du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. C'est le violon d'Ingres du pouvoir algérien. Je ne parle pas du territoire. Je parle les Algériens, le pouvoir d'Alger ne parle pas du territoire sahraoui. Il parle parce que le territoire sahraoui, il est perdu. Il parle du droit à l'autodétermination. Il faut répliquer
par le même raisonnement, tu me parles du droit à l'autodétermination d'un peuple qui compte même pas 100 000 âmes, et tu refuses à 44 millions d'Algériens le droit à l'autodétermination, le droit d'élire un président de la République démocratiquement, d'élire un parlement démocratiquement. Le Maroc n'a jamais dit ça, ni sa presse, ni le gouvernement, ni le roi. Personne ne pose le problème du peuple algérien. C'est comme si ce peuple n'existait pas. Ce peuple n'a pas le droit à une aide internationale. Heureusement qu'il y a les organisations internationales des droits de l'homme. Heureusement qu'il y a les ONG qui défendent ce peuple algérien, qui le soutiennent. Sinon, les gouvernements ne l'ont jamais soutenu. Ils abandonnent le peuple algérien qui est privé de son droit à l'autodétermination. En attendant, le mouvement de Hira, qui en dépit des quelques signes d'essoufflement, n'a pas abdiqué. D'ailleurs, puisqu'on est en train de parler d'élections démocratiques, quelle serait l'alternative, selon vous, à la fois qui serait acceptée par le peuple algérien et qui garantirait un futur meilleur pour le pays? Il n'y a pas autre que la chute et le départ de ces voyous. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Parce qu'on ne peut pas composer avec des voyous, des hors-la-loi. Quand vous avez un pays où, aujourd'hui, vous êtes condamné à 20 ans de prison pour telle accusation. Vous faites appel, c'est confirmé. Vous faites cassation, vous êtes acquitté. On passe de 20 à 0, de 15 à 0. Il y en a même un, le général Hassan, a été condamné à 5 ans de prison. En première instance, en appel. Il purge ses 5 ans. 4 mois après sa sortie de prison, on l'appelle, on lui dit « Viens faire cassation ». Il fait cassation, il est acquitté. C'est-à-dire qu'il a fait 5 ans pour rien. Donc, on doit le dédommager. Un fils d'un général, le fils du général Nazar, un de ses employés qui conduisait la voiture Porsche, qui était au nom de la société des Nazar, puis au nom de son épouse, puis au nom du chauffeur. Ce chauffeur est arrêté. Il est en prison. Les documents ont été falsifiés. On trouve à bord 190 000 euros qu'il s'apprêtait à faire sortir. Ce Nazar a acheté un terrain de 6 000 mètres carrés à Tarragona en Espagne. Un appartement à Barcelone. J'ai les documents, je vous donne les documents. Je vous donne les documents. Il est condamné à 6 ans de prison ferme, lui et son épouse, le fils de Nazar. Il rentre en Algérie. Il fait opposition. Il y avait 2 mandats d'arrêt internationaux contre lui et son épouse. Il ne passe pas une seule nuit en prison. Il ne passe pas une seule nuit en prison. Il est traduit en justice, on met en délibération. Le 4 novembre dernier, on prononce l'acquittement. Et alors? D'où est-ce qu'il a ramené cet argent pour acheter le terrain de Tarragona, l'appartement de Barcelone? Avec quel argent a-t-il vécu en Espagne pendant 2 ans ou 3 ans? Son papa d'eux-mêmes. Alors, ça c'est un État? Un État qui foule aux pieds ses propres lois. Je ne parle pas du fils de Tebboune qui a été filmé recevoir un paquet. Un paquet ne peut être que des billets de banque. Et on trouve l'ingénieuse trouvaille. Ah, ce sont 2 flacons de parfum que lui donnait Kamel Bouchi. En parlant de Kamel Bouchi, maintenant je vais vous dire, quel est l'état au monde où on découvre une cargaison de 7 quintaux de cocaïne? À peine l'enquête ouverte, elle est fermée. Et à ce jour, on ne parle plus d'affaires de 7 quintaux de cocaïne. C'est qu'une année plus tard, ça date de 2018. En 2019, on découvre 3 quintaux de cocaïne à Skikda. Et tout récemment, encore 5 quintaux de cocaïne à Arseux. Quel est cet État où la cocaïne circule, et il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'arrestation, il n'y a rien du tout. Et pourtant, pour la première cargaison, ils ont tous les éléments. Depuis 2 ans,
Alger est le théâtre d'un mouvement protestataire et de contestation. Qui, d'après vous, incarne le mieux le Hirak et pourrait constituer la relève politique et crédible, acceptable par le peuple algérien? La relève politique, elle est en prison, d'abord. Une autre, elle est exilée. Une autre, elle est sous contrôle judiciaire. Une autre, elle est en attente d'emprisonnement. Voilà la relève politique. Maintenant, cette relève politique ne peut pas bouger. Parce que demain, d'ailleurs aujourd'hui, on compte plus de 250 détenus politiques en Algérie. Quel est le pays qui s'est solidarisé avec ces gens? Cette relève politique, quand elle est brimée, quand elle est réprimée, quand elle est emprisonnée, quand elle est tuée, et elle ne trouve aucun répondant sur la scène internationale, pas même des voisins. Pas même des voisins. C'est comme si vous êtes chez vous, hein, on est en train de vous tuer, on est en train de vous emprisonner, votre voisin sait que vous êtes emprisonné et il ne réagit pas. Le reste des enfants, est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Ils vont dire, eh bien tant pis, vaut mieux se taire. Vaut mieux se taire, sinon on va subir le même sort. Je le dis parce que je profite, hein, que je m'adresse à une opinion marocaine pour qu'elle sache que le pouvoir politique marocain n'apporte ni aide à ses frères algériens, parce que je dis bien qu'il y a des intérêts communs entre l'Algérie et le Maroc. Quand je défends le Marocain réprimé, c'est comme si je défendais l'Algérien réprimé. Et la même chose pour le Marocain. Il doit défendre l'Algérien réprimé comme il défend le Marocain réprimé. Parce qu'on ne peut pas être libre si l'un des deux ne l'est pas. À votre avis, à quoi ressembleraient les relations entre le Maroc et l'Algérie dans un futur antérieur? Les relations entre le Maroc et l'Algérie, ou le Maroc... Là, on parle d'État. D'État, oui, oui. Il faudrait qu'il y ait restauration de l'État algérien d'abord. Et puis, ces relations doivent être à l'image des relations entre les peuples. Hein, parce qu'entre les peuples, il y a une grande fraternité, extraordinaire. Une grande fraternité. Je vous invite seulement à vous remémorer un petit peu ce qui s'était passé tout récemment pour des matchs de football. Le football qui suscite toutes les passions. Quand, par exemple, l'Algérie joue contre l'Égypte, c'est la guerre. Les Égyptiens font la guerre aux Algériens. Hein, ils deviennent aveugles. Mais entre Algériens et Marocains, le Raja va battre le Moulia d'Alger à Alger et le public algérois applaudit. Le Moulia d'Alger vient battre le Raja à Casablanca. Le public du Raja applaudit le Mouloudia. Les supporters n'ont pas besoin d'aller à l'hôtel, que ce soit au Maroc ou que ce soit en Algérie. La même chose pour les supporters de la JS Kabylie. La même chose pour les supporters de l'US Alger. Mais attendez, voyez-vous, cette fraternité, cette symbiose entre les peuples, malgré les menées hostiles des voyous d'Alger, qui font tout pour provoquer un déchirement entre les peuples. D'ailleurs, qu'attendez-vous d'un pouvoir qui provoque une guerre entre Algériens, une guerre civile entre Algériens, où les Algériens s'entretuent pendant 10 ans? Vous attendez à ce que ce pouvoir va faire le minimum pour fraterniser entre Algériens et Marocains? Il faut qu'il parte d'abord. Et après, les relations entre Algériens et Marocains ne peuvent être que meilleures. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous remercions M. Hicham Aboud de cette interview et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode.